Pour son image de marque, ça a été un désastre. Tout le monde a commencé à dire, même ici au Capitole, que Ceausescu était un monstre. Beaucoup de gens avaient au mur de leur bureau une photographie d'eux, tout sourire, en train d'échanger une poignée de main avec Ceausescu. Et soudain, ces photos ont été rangées dans les tiroirs, ou même jetées à la poubelle. Cela montre bien que ses jours étaient comptés. Le troisième point, c'est de préparer le futur chef de l'État, puisqu'il va falloir le remplacer. Il faut le préparer. Il faut qu'il arrive, je dirais, naturellement. C'est-à-dire qu'il doit être l'un des responsables d'un mouvement d'opposition, où il doit faire l'objet d'un consensus de la part des mouvements d'opposition. Il doit aussi être quelqu'un qui ne s'est pas contenté d'être en exil pendant 20 ans pour arriver dans les fourgons de l'étranger ou dans l'avion des services spéciaux qui va mener les premières opérations de déstabilisation. Il faut qu'il ait une crédibilité, parce que sinon, d'une part pour lui, ce sera très difficile d'apparaître, et ensuite, il ne pourra pas mettre en place un gouvernement crédible. Le palais présidentiel, autrefois résidence d'été du dictateur. C'est ici qu'Ion Iliescu exercera ses fonctions de président de la Roumanie. Il avait été un cadre du parti à la carrière prometteuse, jusqu'à ce qu'il critique le dictateur. Iliescu était connu de Washington bien avant la chute de Ceausescu. Iliescu était issu de l'opposition interne, et ils avaient déjà eu affaire à lui précédemment. Ils le connaissaient bien et savaient quelles seraient ses réactions et ses limites. C'était une personne prévisible, et les Américains savaient qu'ils pouvaient travailler avec lui. J'ai entendu prononcer son nom pour la première fois au début des années 80. C'était sur les ondes de Radio Europe Libre. On le présentait comme un possible successeur à Ceausescu, une sorte de figure à la Dubček, un réformiste du communisme roumain. Radio Europe Libre avait diffusé un reportage sur moi. J'étais très surveillé par la Securitate. Mais malgré l'hostilité de Ceausescu à mon égard, ou peut-être justement à cause de cette hostilité, je suis devenu encore plus populaire. Et c'est pourquoi certains avaient placé leurs espoirs en moi. Tout le monde était mécontent de la détérioration de la situation du pays et des conditions de vie. Les gens recherchaient quelqu'un capable d'apporter des changements. Des amis de la CIA font à l'ancienne diplomate Enike Bolobach quelques confidences à mots couverts. Les gens de la CIA ne parlent pas ouvertement. Ils vous donnent certains éléments de l'histoire, et c'est à vous de reconstituer le puzzle. Je ne pense pas que ces gens affirmeraient ouvertement qu'Iliescu était leur choix et qu'ils l'ont aidé à accéder au pouvoir. Mais ils l'ont sous-entendu de différentes façons. C'est ce qu'ils vous ont laissé entendre? C'est ce qu'ils ont laissé entendre, oui. On ne se vante jamais de ces succès. Non, et la CIA en a remporté de nombreux. Vous avez raison, on ne se vante pas de ces succès. Par contre, on entend toujours parler des échecs. Ils ne savaient rien de moi. Ni Bush, ni Gorbatchev. Il faut mettre au pouvoir un gouvernement de substitution qui, à son tour, va placer ses cadres au sein de la population afin de pouvoir l'influencer. Si vous renversez l'infrastructure existante, il faut la remplacer par une autre. Le but de Washington est la dissolution du bloc de l'Est et la fin de la guerre froide, pour son propre avantage. Dès mai 1989, le président Bush et ses conseillers saisissent la balle au bond. Les événements en Allemagne se précipitent.
La réunification allemande devient alors une priorité et conditionne toutes les décisions. Mais François Mitterrand et Margaret Thatcher s'y opposent, posant comme préalable à celle-ci l'unification de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est. Les États-Unis voient pourtant leur but se rapprocher lorsque le mur de Berlin tombe enfin. Malte, 3 décembre. Rencontre entre Bush et Gorbatchev, qui, selon les services secrets, discuteront entre autres de la Roumanie. C'est un sommet de haute stratégie. Ce qui était en jeu, c'était l'avenir de l'Europe. Rien de moins. C'est ce qui nous a poussés à agir. Après la signature en Pologne des accords de la table ronde, et après l'organisation en Hongrie d'élections multipartites, il était évident que quelque chose d'important se préparait. Mais on ne savait pas si cela allait évoluer de manière positive, c'est-à-dire vers une unification pacifique et démocratique de l'Europe, ou bien vers un autre échec, vers une répression sévère ou un bain de sang, mené non pas par l'Union soviétique, même si on ne pouvait pas l'exclure totalement, mais par des régimes aux abois. Le génie de la politique étrangère américaine a commencé selon moi le 9 novembre, lorsque l'administration Bush a évalué la situation et a dit « il faut y mettre fin maintenant ». Les intérêts de la Hongrie et des États-Unis se rejoignent, particulièrement en ce qui concerne la Roumanie. Ceausescu est un obstacle à l'unification européenne et par conséquent, une menace pour le processus de réforme en Hongrie. Reconnaître ses propres intérêts est toujours difficile, surtout lorsque les circonstances sont incertaines. Et la beauté de la politique, la beauté d'un esprit aiguisé, est de reconnaître ses intérêts à temps et d'avancer dans la bonne direction.